la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, aujourd'hui, nous parlons de la fin de la guerre de 100 ans. Elle s'est terminée quand même. Ah oui, même si cette guerre a été une guerre finalement syncopée, avec des périodes non pas de trêve, mais enfin de ralentissement, tout de même c'est un conflit qui s'est étalé avec toutes ces étapes successives pendant un siècle. Alors, à la mort de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le 31 mai 1431, brûlée vive comme on le sait à Rouen, la situation, évidemment, n'est pas réglée. C'est-à-dire que les Anglais ont subi des coups très rudes, Orléans, Patay, etc. Ils reculent, mais ils sont toujours présents en France. Les Anglais ont perdu beaucoup de territoire, mais il y a la Guyenne, d'une part, ils sont toujours présents autour de Bordeaux, et ils sont présents dans le nord du royaume, entre la Normandie et la Flandre, la région, grâce au port, le plus facilement accessible depuis, bien sûr, l'Angleterre. Ils vont continuer, évidemment, quand même, malgré leur désir de s'accrocher à des territoires qu'ils considèrent comme à eux. Et les Anglais vont continuer de reculer et, en 20 ans, ils vont perdre, sauf Calais, des dernières positions qu'ils occupaient en France. Alors, il s'agit d'une série de petits combats, d'embuscades. On retrouve l'esprit de Duguesclin, si vous voulez. Mais il y a quand même deux affrontements, armée contre armée. Deux affrontements, donc, très concrets. À Formigny, alors Formigny, c'est une petite localité en Normandie près de Bayeux, en 1450, et à Castillon, en 1453, Castillon sur la Dordogne, en Guyenne, à la limite de la Guyenne. Et à Formigny comme à Castillon, les Français remportent le succès, un succès incontestable. Bon, et ça confirme bien sûr le recul anglais. Quelles sont les causes ? Les causes de cette évolution pendant une vingtaine d'années inéluctable en faveur de la France et au détriment des Anglais, il faut les chercher en Angleterre et en France. L'Angleterre est très affaiblie parce qu'il y a des querelles dynastiques, une terrible guerre civile, la guerre des Deux Roses n'est pas loin, donc les Anglais sont affaiblis. En Angleterre, eh bien, on considère que ces opérations en France finissent par coûter très cher. Évidemment, il faut payer les hommes, bon, il faut payer le matériel, etc. Et les Anglais se rendent compte que, évidemment, les Français sont des morceaux durs à avaler, qui ont repris, grâce à Jeanne d'Arc, beaucoup de morale, et alors qu'eux, donc, voient leur tenue se diminuer. D'autre part, les Anglais avaient misé sans doute beaucoup sur l'alliance bourguignonne. Mais les Bourguignons, voyez-vous, le rêve de Jean sans peur et surtout de Charles le Téméraire, c'était de reconstituer la Lotharingie, un grand État entre les Flandres et la Suisse, centré sur la Bourgogne, sur la Lorraine. Bon, donc les Anglais savent très bien que les Bourguignons sont leurs alliés, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Les Bourguignons ne sont pas, certains parmi les Bourguignons, surtout après le sacre de Charles VII, sont partisans de revenir à de meilleures relations avec le roi de France. Voilà du côté anglais. Les Anglais ont donc des raisons d'avoir un moral flageolant. Du côté français, alors ils ont été révigorés par Jeanne d'Arc et ils ont un élan que l'on peut considérer comme à peu près irrésistible. D'autre part, Charles VII qu'on a vu comme un roi relativement hésitant, au temps des débuts de l'intervention de Jeanne d'Arc, Charles VII, une fois roi, il prend une autre dimension. C'est vrai, il ne va plus aider beaucoup Jeanne d'Arc. Mais il fait beaucoup pour, effectivement, renforcer, raffermir son autorité, renforcer son royaume. Il va être aidé par un grand argentier, Jacques Coeur, qui va faire beaucoup pour lui obtenir des moyens de lutter d'une façon meilleure contre les Anglais. Les troupes peuvent être plus aisément recrutées. Alors, après Castillon, en 1453, les Anglais, finalement, quand on regarde la carte, ils sont éjectés de partout en France, sauf Calais. Les Anglais ne conservent que Calais. Bon. Et évidemment, vous allez me dire, ça c'est le nord de la France, mais la Guyenne. Alors après Castillon, il est bien évident que la Guyenne est également perdue. Donc les Français récupèrent la Guyenne et dans le nord de la France, il n'y a plus que Calais. Alors, dans ces conditions, il est intéressant de se demander qui a gagné la guerre de 100 ans. Et c'est important, pourquoi ? Parce que dans l'inconscient des Français,
voyez-vous. Dans l'inconscient des Français, quand j'en ai fait l'expérience, quand on parle de la guerre de 100 ans, personne ne parle d'un grand succès français. On évoque la tragédie de Jeanne d'Arc et on évoque moins les victoires militaires de Jeanne d'Arc que l'ignominie de son procès et naturellement le drame de son exécution. Les Français sont révigorés par Jeanne d'Arc qui a donné un élan absolument irrésistible. D'autre part, Charles VII a la chance d'avoir un grand serviteur de son royaume, un financier de génie, Jacques Coeur, qui lui permet de rassembler des ressources monétaires et de mieux lutter. Et les populations, évidemment, à ce moment-là, sont très sensibles à cela, et la France a incontestablement le vent en poupe. Alors, après Castillon, les Anglais ne gardent que Calais, ils ont perdu la Guyenne, ils ont perdu, à part Calais, toute leur possession du nord de la France. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui a gagné la guerre de 100 ans ? Et effectivement, il faut se poser la question dans la mesure où, à l'heure actuelle, quand on parle de ça, les Français retiennent le drame, évidemment, de la fin de Jeanne d'Arc, et ils retiennent aussi les terribles défaites, parce que les batailles les plus importantes, les 4 batailles en comptant l'Écluse, la bataille navale de l'Écluse, les 4 batailles les plus importantes ont été gagnées, et de quelle manière ? Par les Anglais. Ce qui fait que ça laisse un coup de cendre à l'heure actuelle aux Français. Les défaites françaises, plus les écrasantes défaites françaises, plus évidemment le drame de Jeanne d'Arc, ça fait qu'on a un jugement tout à fait négatif à propos de la France pour savoir qui a gagné. Or, en fait, eh bien, il faut nuancer le tableau. Parce que sur le plan purement militaire, eh bien, c'est vrai, les 4 batailles principales ont été gagnées par les Anglais. C'est vrai. Mais on peut noter qu'ils n'ont, sauf la bataille navale de l'Écluse qui élimine la flotte française, rien d'irrésistible, rien d'irrémédiable n'était fait après les 3 autres, puisque les Anglais n'avaient pas les moyens d'aller jusqu'à Paris. Et puis, les Français ont gagné quand même des batailles classiques, un peu moins importantes que les 3 principales, mais Patay, on a parlé de Cocherel, on a parlé de Formigny, on a parlé de Castillon. Ça, ce sont des batailles classiques, Français contre Anglais, et là, les Français ont gagné à chaque fois. Par conséquent, ils ont bien été capables de gagner des batailles classiques, moins importantes peut-être que celles gagnées par les Anglais, mais ils ont gagné. Par ailleurs, et ça c'est évidemment tout à fait important, eh bien, les Anglais ont été victimes d'une terrible guerre d'usure au moment de Duguesclin, mais pas seulement au moment de Duguesclin, et les Anglais ont été victimes du fait aussi que, en termes sportifs, la guerre de 100 ans se déroule sans arrêt sur terrain adverse pour eux. Les Anglais, ben oui, ils combattent alors en Guyenne. Je veux bien qu'en Guyenne et en Aquitaine, ils sont un peu chez eux. Mais dans le reste du pays, eh bien, les Français, viscéralement, ont tendance à être plus attachés à leur roi de France, quelles que soient les stipulations du droit, voyez-vous, qu'au roi d'Angleterre. Alors, ce qui fait qu'on peut estimer que c'est la France qui a gagné les guerres de 100 ans, c'est la chose suivante. Considérer la situation avant la guerre de 100 ans et à la fin. Au début de la guerre de 100 ans, on le sait, les Anglais, même si à ce moment-là l'Aquitaine est dans le royaume de France, les Anglais sont les maîtres d'une bonne partie de l'ouest et du sud-ouest de la France. Ça, c'est l'an 1 de la guerre de 100 ans. À l'an 100 de la guerre de 100 ans, les Anglais n'ont plus que Calais. Par conséquent, c'est bien la preuve que finalement, comme tout s'est réglé les armes à la main, en faisant le bilan général, les Anglais ont bel et bien été globalement, malgré leur valeur, militairement battus. On peut noter d'ailleurs, Yann, que la fin de la guerre de 100 ans, pour nous, c'est Castillon 1453, mais à l'époque, c'est passé un peu inaperçu. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la première fois que la guerre s'arrêtait. Puis surtout, 1453, pour l'histoire du monde, c'est une date extrêmement importante. C'est en 1453 que les Turcs, que les Ottomans prennent Constantinople. Et alors là, il y a une peur terrible dans l'ensemble de l'Europe, et la prise de Constantinople par les Turcs, elle est beaucoup plus importante que la guerre de 100 ans, la fin de la guerre de 100 ans, qui passe relativement inaperçue. Et alors, on peut noter que juridiquement, la guerre de 100 ans va être réglée une vingtaine d'années après, par le traité de Picquigny. Au traité de Picquigny, en 1475, traité, alors là, les hostilités n'avaient pas repris, c'était fini, traité donc paisible entre les Français et les Anglais, et finalement, donc la paix, une paix qui ne va pas durer éternellement, une paix est signée, et ce qui est très important, c'est que les Anglais renoncent, voyez-vous, au trône de France. Ils renoncent officiellement au trône de France, qui était une des grandes causes de la guerre de 100 ans. Donc, la vraie fin de la guerre de 100 ans, c'est plutôt le traité de Picquigny. Enfin, on peut retenir aussi la bataille de Castillon en 1453. Voilà.
la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.